Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement, Face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour M. Kodo Choukou. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour le Tchad. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, M. Raoul. Alors, quelles sont les prérogatives qui sont dévolues à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour le Tchad? Merci, M. Raoul. Merci d'abord à l'Afrique Environnement, qui nous donne l'occasion quand même de parler de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. D'abord, l'agence panafricaine qui se compose de 11 pays se représente à travers les 11 pays une agence sous-régionale, c'est-à-dire que l'agence du Tchad, qui est l'agence nationale qui couvre aujourd'hui plus de 11 provinces au niveau du pays, qui est non seulement la régénération des plants, la mise en terre des plants et aussi la reconstruction des pôles ruraux, c'est-à-dire toute cette chaîne de valeur au niveau régional qui est de l'arbre, l'animal et l'homme qui doivent se reconstituer pour avoir une vie meilleure. Donc c'est ça notre mission principale. Oui, nous savons que l'agence, justement, comme vous l'avez dit, découle du projet de la Grande Muraille Verte régionale. Depuis son lancement, quel état est-ce qu'au niveau du Tchad on fait justement de l'implémentation de ce projet? Je crois qu'après le lancement, nous avons déjà une dizaine d'années. Par rapport à ces années, l'agence a couvert beaucoup de pays, beaucoup de régions. Et nous avons mis par terre plus de 3 millions de plants. Et nous avons aussi eu à reconstituer quand même certaines régions en fermes agricoles qui doivent permettre aux zones rurales de survivre. Et nous avons aussi eu à quand même stopper les dunes déplaçantes, les dunes qui sont en mouvement. Et c'est des réalisations qui sont vraiment parlantes sur le terrain. Et à 10 ans aujourd'hui, l'agence a fait beaucoup plus sur le terrain par rapport à l'adaptation du changement climatique et aussi par rapport aussi à la régénération du sol. Et nous avons mis plusieurs plans sur terre qui aujourd'hui sont en train de parler d'eux-mêmes. Oui, nous savons justement que dans le cadre de la mise en place de ces initiatives de reboisement avec le contexte sahélien dû au réchauffement climatique, qu'il y a forcément des impacts dans la régénération. Comment est-ce que vous faites face à ces difficultés? C'est bien vrai, hein, nous sommes un pays sahélien au Tchad, d'où dans l'espace de l'emprise de la Grande Muraille Verte, il y a trop de difficultés. Nous savons très bien que ces difficultés sont aussi ce que les gens au niveau régional vivent. Et nous sommes dans l'obligation de faire face à ces difficultés pour que cette population qui vit dans l'emprise de cette population puisse voir aussi vivre comme nous en ville. Et d'autre part, nous sommes dans l'obligation de contrer cette difficulté parce que sinon le désert avance. Le désert avance, il faut quand même essayer de mettre une barrière pour que, à travers cette régénération du sol et à travers la mise en place en terre de ces plants, qu'on puisse quand même stopper le peu qui reste. Parce que le désert n'attend pas. Si vous voyez, vous partez vers le 11e parallèle, vous allez vivre vraiment la chaleur. C'est au-delà de 47 degrés à l'ombre. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'on sait qu'on a quand même des difficultés sur le terrain, qu'on doit les affronter. Et nous sommes dans l'obligation d'affronter pour que qu'on puisse quand même stopper, mettre une barrière sur l'avancée du désert. Oui, mais peut-on dire de nos jours, justement, dans le cadre de la mise en place de ce projet-là, que les populations ou bien le peuple tchadien a adhéré de façon
unanime à cette initiative ou ça de là demeure juste encore les initiatives au niveau gouvernemental? Justement, c'est une très bonne question. Tu sais que la population au niveau rural demande fortement une sensibilisation. Pour s'en approprier quand même de cette histoire de la Grande Muraille Verte, il faut que l'État puisse quand même sensibiliser. Et on est dans ce processus maintenant de sensibilisation. C'est ce qui nous permet maintenant d'aller vers les fermes agricoles, les FACI, pour mettre quand même des fermes agricoles à la disposition de cette population parce qu'ils trouvent déjà l'intérêt dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'un éleveur en plein brousse, quand tu lui plantes un arbre et puis tu pars, ce n'est pas son affaire. Mais lorsque tu lui montres maintenant l'intérêt de cet arbre pour lui, qu'il y a un échange, tu sais que l'homme dégage du gaz carbonique alors que nous observons l'oxygène. Et l'oxygène, c'est cet arbre-là qui nous donne cet oxygène. Celui qui est au fond du village ne doit pas comprendre vraiment qu'il y a un échange non seulement bénéfique en termes de fruits et autres entre l'arbre et l'homme, mais il va falloir lui montrer scientifiquement que cet arbre-là, si l'arbre n'existe pas, nous n'existons pas parce que nous produisons du gaz carbonique. Et cet gaz carbonique là, doit être absorbé par cet arbre qu'on plante et que nous aussi aspirons de l'oxygène que ces arbres-là nous dégagent. Donc il faut quand même qu'il y ait une sensibilisation forte. D'ailleurs, même je me réjouis aujourd'hui que les villageois, quand on part, ils nous accueillent parce qu'ils ont compris déjà l'ampleur de l'importance de cette mission de l'agence sur le terrain, parce que ce n'est pas nous. Nous souffrons pour eux, mais bien sûr, c'est leur chose. Ils ont en fait compris que c'est une réparation qu'on est en train de faire dans les rangs. Mais monsieur le directeur, comment est-ce qu'on arrive à concilier le besoin des populations beaucoup plus dans les communautés qui ont une emprise beaucoup plus directe sur le peu d'arbres qu'ils voient pour les utiliser comme bois de chauffe et justement les amener à se convertir à des nouvelles pratiques tout en faisant violence à leur quotidien? Justement, il faut se dire que lorsqu'on laissera cette population à détruire complètement les arbres, ils sont conscients aussi qu'il n'existera plus d'arbres. Nous sommes en train de refaire ce qu'ils sont en train de détruire. Donc il faut refaire à la fois. Parce que lorsque tu ne mets pas cette structure, surtout par rapport à ces bois de chauffe à leur disposition, il faut quand même essayer de réparer quelque chose. Donc lorsqu'on n'aura pas à réparer, c'est fini, c'est le désert qui va avancer. Ils vont couper tous et après ils vont se retrouver dans la merde. Parce qu'ils n'auront plus de bois de chauffe, ils n'auront plus de gaz butane parce qu'on est dans des contrées très lointaines. Comment ils vont vivre? Mais si en N'Djamena, justement, on peut avoir des mesures alternatives, comme justement l'accès au gaz butane et autres, mais je pense dans les communautés les plus retirées, je pense que même le budget ne permet pas forcément à certaines communautés de s'y prendre. Mais la solution alternative sera quoi? Je crois que le gouvernement tchadien est très conscient dans ce processus parce que en matière de régorger quand même les régions, surtout en gaz butane, c'est un processus qui est en train de se faire. Parce que là, normalement, le Tchad a une raffinerie qui est là, et cette raffinerie ne produit que 11 citernes par jour, c'est ce qui ne couvre pas les besoins de la ville de N'Djamena. Au-delà de ça, l'État a subventionné 3 citernes par jour pour le compte du besoin de la population. Nous avons installé un centre de gaz butane à Faya, à Béché. Et nous avons aussi à Ngouri, à Mao. C'est pour régorger les besoins de la population. Parce que nous sommes dans l'obligation de mettre à la disposition de la population du gaz butane lorsqu'on aura à dire de stopper de couper les bois. C'est ce processus-là qui est en train de se faire au Tchad. Dans le cadre justement des reboisements, alors, quelles sont les espèces les plus priorisées et la pérennité? Bon, les espèces, tu sais que le Tchad est un pays désertique et
dont la biomasse de cet espace est complexe et compliquée. Et nous sommes en train de voir chaque région a sa spécificité. Et chaque région a son domaine. Donc nous avons plusieurs plans et tout arbre confondu est la bienvenue, mais sauf qu'il y a des arbres complètement désertiques. Par exemple, les acacias sénégalais, les nérothécatiques, ça c'est des arbres qui sont les jujubiers, les savonniers, ça c'est des arbres qui sont adaptés dans la région de l'emprise de l'espace de la Grande Muraille Verte. Mais toujours est-il qu'il faut quand même essayer de sauvegarder aussi les oasis du Tchad qui sont aujourd'hui menacées et qui contiennent que des palmiers dattiers. Et au-delà de ces palmiers dattiers, pour faire vivre quand même la population, nous sommes en train de les sensibiliser pour mettre les manguiers et les citronniers aussi. Donc ce sont des espèces qui poussent au Tchad malgré la chaleur, malgré le vent qui est à une vitesse supérieure. Et de façon concrète, c'est quoi le taux de réalisation? C'était quoi les objectifs au niveau national par rapport au projet de la Grande Muraille Verte, le plan régional? Au niveau du Tchad, quelles sont les missions qui ont été assignées et les objectifs atteints en termes de pourcentage, on peut les avoir? Justement, nous sommes du lac à Kariari, c'est plus de 2 millions de kilomètres sur 15 kilomètres de largeur. Et nous sommes aujourd'hui au-delà nous sommes au lac, au Kanem et au Barel Gazelle. Et nous avons aussi un processus qui est en train de commencer vers l'est du pays pour qu'on puisse quand même se rencontrer. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans cette phase. Nous sommes dans la phase pilote, malgré qu'on ait 10 ans, mais c'est encore dans le processus. Nous sommes plus de 3 régions qu'on est en train de couvrir actuellement. Nous avons plus de 6 sites de production de plants qui sont en train de produire plus de 25 000 plants par site. Alors là, on est en train d'avancer vraiment dans le bon sens. L'handicap majeur qui nous bloque d'atteindre l'objectif rapidement, c'est la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources, aujourd'hui, vous savez très bien, chaque fois qu'on se déplace d'un continent à un autre continent, qu'on parle de COP, qu'on parle de la biodiversité, qu'on parle de l'adaptation du climat, les gens qui sont en train de détruire la nature, qui doivent réparer logiquement, n'arrivent pas à mobiliser les fonds. On ne mobilise pas les fonds parce que nous sommes aujourd'hui victimes. L'Afrique en général est victime parce que l'Afrique ne produit pas de gaz à effet de serre. L'Afrique ne pollue pas la terre. Mais les gens qui polluent n'arrivent pas à mobiliser des sous pour qu'on puisse réparer les torts. C'est ça qui nous bloque un peu dans notre processus d'avancer dans l'emprise de la Grande Muraille Verte du Sénégal à Djibouti. Oui, nous savons justement en relais avec ce que vous avez dit depuis pratiquement une dizaine d'années bientôt, qu'à ces grandes réunions, il y a eu plusieurs sommets des chefs d'État justement sur la question de la Grande Muraille Verte avec l'épineux problème de mobilisation des fonds. Mais sur le plan national, quelle est la part des gouvernements dans ces politiques? Je voudrais vous dire au jour d'aujourd'hui, quasiment la Grande Muraille Verte du Tchad est en train de fonctionner sur les appuis du gouvernement tchadien. Là, je vous parle de la dernière relance des activités de la Grande Muraille Verte. On a déjà un mois de travail intense sur l'appui formel du gouvernement tchadien. On n'a même pas eu un sou des bailleurs ou bien des gens qui sont en train de polluer la terre. Donc le gouvernement est en train de faire beaucoup et le gouvernement est en train de prendre aussi en charge tout le personnel de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte en termes de fonctionnement, en termes de carburant. Et eux aussi, nos missions sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement. Donc le gouvernement est en train de faire beaucoup. Mais l'apport qui doit être fait normalement pour les gens qui détruisent la nature n'est pas à jour. C'est ça qui nous cause problème. Quelle est la partie et l'implication de la société civile dans l'implémentation de ce projet au niveau du Tchad?
C'est une très bonne question aussi. Là, je me réjouis aussi de ce micro pour dire que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, c'est une affaire de tous les citoyens. Logiquement, la communication n'a pas été bien faite entre les ONG, la société civile et l'agence. Mais à notre arrivée ici aujourd'hui, avec la communication qui est là, nous avons pris contact avec tout ce qu'on appelle ONG et la société civile qui agit dans le même élan que nous. Nous sommes en train de travailler avec les ONG, avec la société civile, et qu'à partir de notre retour, le retour au pays, nous vous rassurons que nous sommes en train de... Monsieur le directeur, permettez-moi d'aborder un aspect assez spécifique dans toute initiative, c'est celle de la place de la société civile au sein des différentes initiatives nationales. Quelle place est-ce qu'elles occupent dans ce projet? Justement, je viens de parler aussi de la société civile qui doit normalement travailler en étroite collaboration avec les agences. Et nous avons pris récemment des contacts avec toute la société civile, avec les ONG qui doivent quand même travailler dans tout ce qu'on appelle environnement pour pouvoir avancer ensemble et évoluer, parce que la société civile a son mot et à son point et à son expérience. Et aussi les ONG qui évoluaient au niveau de l'environnement pour qu'on puisse quand même travailler ensemble. Nous avons pris des premiers contacts ici au niveau de notre pavillon Tchad, et nous sommes en train de vouloir aussi faire une journée de la société civile, des ONG et la Grande Muraille Verte ensemble au Tchad à notre retour pour qu'on puisse évoluer ensemble. Donc c'est ça, la communication a passé et les ONG étaient très contents et la société civile aussi a accepté de travailler dans l'étroite collaboration avec l'agence. Donc c'est ce qui doit être fait dans les jours à venir. Vous êtes ici à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, vous assistez aux avancées des négociations et des difficultés liées à l'acceptation des propositions faites par l'Afrique sur les notions de pertes et dommages et autres. Mais est-ce que pour vous cela augure vraiment des lendemains meilleurs pour les projets au niveau africain? Donc c'est une question qu'on se pose nous-mêmes. D'ailleurs, le COP, vous savez très bien, aujourd'hui on est au COP 27. Ce n'est pas COP 1, COP 2, COP 3. On est au COP 27. Dites-vous, qu'est-ce que ça a donné ces COP-là en Afrique? Pour moi, c'est presque rien. Et lorsqu'on vient, on fait des discours. Juste comme le président français Macron qui prend la parole pour dire qu'on doit investir pour l'agence de la Grande Muraille Verte panafricaine pour bloquer l'avancée du désert. Mais nous sommes optimistes. Je ne suis pas très pessimiste, nous sommes optimistes, mais l'Afrique doit compter sur lui-même. On doit compter sur nous-mêmes pour que les gens puissent quand même nous aider. Réparer, c'est un droit. Ils doivent réparer ce qu'ils sont en train de faire comme tort. Mais pour dire que demain on répare en Afrique et que les financements vont tomber, je suis encore dans l'impasse. Et donc, quels sont les défis justement pour l'agence pour ces années à venir? Le défi, c'est une idée africaine et l'Afrique doit se protéger, doit se prendre en charge. Nous avons quand même nos richesses, nous avons quand même tout ce qu'il faut comme potentialité. L'Afrique n'a pas besoin surtout souvent de tendre la main ailleurs. Nous, notre objectif, c'est d'exécuter la politique environnementale dans notre région. Donc, on doit payer ce qu'il faut payer, on doit se prendre en charge. Je crois qu'il faut d'abord commencer soi-même, compter sur soi-même avant de tendre la main ailleurs. Donc, c'est ça l'objectif. Il faut compter sur lui. Merci M. Koudou. Surtout, je rappelle que vous êtes le directeur général pour l'agence de la Grande Muraille Verte pour le Tchad. Merci.